La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du vendredi 9 août 2024. Il est titré ce matin, les investisseurs retrouvent leur sang-froid. Je vais devoir commencer par des excuses pour avoir dit hier que nous étions le 9 août et pas le 8 août. En tout cas, j'espère que ça n'a pas bouleversé vos emplois du temps ni fait croire que je voyais l'avenir. Le 8 août, hier donc, l'attention est retombée d'un cran sur les marchés grâce à des données qui étaient plutôt rassurantes sur l'emploi aux États-Unis. Ceci dit, je crois que les investisseurs avaient déjà décidé avant même cette annonce de faire rebondir les indices après avoir jugé que leur réaction du début de la semaine était un peu excessive. D'ailleurs, on l'avait un petit peu vu venir, les marchés financiers sont en passe de finir la semaine sur un rebond un petit peu exubérant après l'avoir démarré sur un plongeon un petit peu exubérant lui aussi. L'image la plus proche que j'ai pu trouver est celle du manège balancier qu'on voit dans les fêtes foraines, genre bateau pirate ou Alibaba. Le marché part brusquement dans un sens avant de repartir aussi vite dans l'autre sens. Cela ne signifie pas pour autant que c'est un jeu à somme nulle et qu'on oublie tout pour passer à autre chose, ce serait trop facile, mais c'est aussi la manifestation la plus visible de la nervosité des investisseurs qui perdent leur sang-froid. Et là, vous pourriez me répondre assez facilement, bah oui, c'est la volatilité abrutie, même si je trouve que cette attaque est assez cavalière. Mais c'est ainsi, on gomme souvent les excès par les excès en finance, et ça nous vaut pour les séances d'hier une multiplication de titres du type le S&P 500 n'avait jamais autant progressé depuis 2022, et ça c'est vraiment super chouette. Je vous rappelle pour ceux qui ont la mémoire courte que en début de semaine, ce pauvre S&P 500 avait subi sa pire séance depuis 2022, et tout le monde voulait se pendre. La réalité, c'est que le marché n'aurait probablement pas autant psychoté sur les statistiques économiques médiocres en provenance des États-Unis si la bourse de Tokyo ne s'était pas effondrée en début de semaine. Elle avait d'ailleurs déjà pas mal vacillé sur les séances précédentes. Je crois que c'est le bon moment pour vous dégainer une de ces explications de bistrot de quartier qui me valent une solide réputation dans mon village et parfois même dans les hameaux alentours. Alors écoutez bien, c'est un peu technique. Le financier lambda à Wall Street a 3 amours depuis un moment. D'abord la technologie américaine, ça c'est pour la routine, ensuite les actions japonaises et la baisse du yen, ça c'est pour l'exotisme, et enfin l'économie des États-Unis qui plie mais ne rompt jamais. La love story avec la tech est plus compliquée qu'avant, mais elle domine toujours, c'est toujours la technologie qui gagne à la fin. L'aventure japonaise est à la fois rassurante et prolifique au point d'avoir fait oublier les déconvenues multiples de la romance chinoise. Enfin, malgré les incantations des prophètes de malheur, l'économie américaine continue à tracer sa route. Or, depuis quelque temps, 2 des 3 piliers étaient un peu ébranlés, la tech a besoin de reprendre son souffle et les indicateurs macroéconomiques des États-Unis sont mezzo. Et là, paf, arrive là-dessus un bon gros décrochage spectaculaire du marché japonais, qui est consécutif, je vous le rappelle, au changement d'orientation de la politique monétaire qui a changé le paradigme du carry trade, comme nous l'avons déjà expliqué plusieurs fois cette semaine. Et là, c'était beaucoup émotionnellement et financièrement aussi, bien sûr. Je vous rappelle que dans la dernière enquête mensuelle de Bank of America datant de mi-juillet, donc elle est toute récente, qui couvre le comportement des grands gérants d'actifs mondiaux, être long sur les grosses actions technologiques américaines et être baissier sur le yen étaient les 2 paris les plus embouteillés du monde. Il y avait donc pas mal d'argent en jeu et ça, évidemment, ça a exacerbé les réactions. Depuis, les choses se sont quand même un petit peu calmées. Les chiffres hebdomadaires de l'emploi aux États-Unis qui ont été publiés hier ont fait prendre conscience aux investisseurs que l'économie américaine n'allait pas profiter de la seconde moitié du mois d'août pour s'effondrer. C'est quand même du côté de ces statistiques qu'il faudra regarder dans les semaines à venir. Le marché du travail sera le principal gisement de volatilité et sans doute la variable d'ajustement numéro 1 pour la politique de la Fed. Le marché est d'ailleurs revenu à des pronostics plus mesurés pour l'évolution de la politique monétaire cette année. L'hypothèse de 3 baisses de taux de 25 points de base d'ici la fin 2024 tient à nouveau la corde. On était monté à des espoirs un peu fantasmagoriques de 5 baisses de taux il y a 3 jours et on sentait bien que les gens étaient prêts à demander n'importe quoi pour calmer leur anxiété. Dans le reste de l'actu, l'offensive surprise de l'Ukraine en territoire russe a dopé les prix du gaz et par ricochet celui du pétrole qui remonte un petit peu après avoir été sous pression dernièrement. On est autour de 79,20$ le baril de Brent. Du côté de la Chine, les données économiques publiées cette nuit sont plutôt positives, ça n'arrive pas si souvent que ça. L'inflation a accéléré à 0,5% sur un an en juillet, c'est au-delà des attentes et c'est le signe d'un petit frémissement positif pour une économie qui se traîne depuis plusieurs trimestres. Vous le constatez, pendant que les marchés occidentaux sont à la recherche de moyens pour juguler l'inflation, eh bien en Chine on court après. Quant au prix à la production chinois, ils sont toujours en contraction, mais un petit peu moins que prévu, c'est donc un mini signal positif.
Du côté de l'Asie-Pacifique ce matin, le marché japonais est atone après les montagnes russes du début de la semaine. Le Nikkei 225 termine la séance sur une perte de 0,3%. Côté Chine, Hong Kong gagne 1,5% après les données d'inflation dont je viens de parler, mais Shanghai ne réagit pas beaucoup, on est autour de l'équilibre là-bas. La Corée du Sud, l'Australie et l'Inde gagnent autour de 1%, mais en dépit du sursaut, le bilan hebdomadaire est plutôt négatif pour la plupart des gros indices asiatiques. Du côté des marchés européens ce matin en préouverture, on regarde légèrement vers le haut, mais on est assez proche de l'équilibre. On passe à l'actualité des sociétés. En France d'abord, Stellantis va aider Archer Aviation à financer une partie des coûts de production de taxis aériens en investissant 400 millions de dollars supplémentaires dans la société américaine. Eutelsat a publié des résultats annuels en ligne avec ses objectifs et vise une activité stable et une légère baisse de son EBITDA sur le nouvel exercice. Fnac Darty a obtenu des dispenses, on appelle ça des waivers, à certaines de ses obligations attachées à sa dette auprès des banques qui financent le groupe pour mener à bien l'opération sur l'italien Unieuro. Groupe Pizzorno et Paprec vont construire le futur centre de tri et de recyclage de l'agglomération dracénoise et SideTrade devient l'actionnaire majoritaire de SHS Viveon. On a quelques petites sociétés qui ont publié leur trimestriel, Gérard Perrier, Itelink ou encore Exaom hier soir. Ailleurs dans le monde, en Europe d'abord, les bénéfices de Generali au premier semestre sont en hausse malgré l'impact des catastrophes naturelles. Les ventes de Lanxess ont en revanche baissé de 5,6% au cours du second trimestre et Leg Immobilien, le groupe allemand, a relevé ses prévisions après avoir réduit ses pertes. Du côté de Ryanair, on renforce le plan de rachat d'actions tandis que Last Minute a dégagé un bénéfice semestriel en vive hausse. Côté continent américain, on a eu encore quelques publications d'entreprises après la clôture hier, notamment des publications qui ont reçu un accueil positif. C'est le cas d'Expedia qui gagnait 11% hors séance, de Akamai plus 8%, The Trade Desk plus 6%, Take-Two plus 5% et Paramount Global plus 5%. Du côté de Trend Micro, on songe à être racheté après une manifestation d'intérêt. Il y aura donc de la spéculation sur le dossier de cybersécurité. Delta Airlines évalue à 380 millions de dollars la perte de revenus liée à la panne informatique due à CrowdStrike. Le bras de fer continue entre les deux entreprises. Walt Disney devrait dépenser 5 milliards de dollars en Europe et au Royaume-Uni pour de nouvelles superproductions selon les infos du Financial Times. Et Apple annonce des ajustements sur son App Store après une mise en garde de l'UE. On a deux publications en Amérique du Sud aujourd'hui, Petrobras qui affiche sa première perte nette en près de 4 ans et le fabricant brésilien de pâte à papier Suzano qui affiche une perte trimestrielle plus importante que prévu. Sur l'agenda des publications sur le continent américain, on a aujourd'hui Constellation Software, Credit Corp, Evergy ou encore Legend Biotech. Dans le reste du monde, BHP rouvrira la mine de cuivre chilienne de Cerro Colorado d'ici la fin de la décennie selon plusieurs rumeurs. Une filiale de Sinopharm nie tout lien avec une entreprise soupçonnée d'avoir acheté illégalement des cadavres. Et le fabricant de scooters indien Ola fait ses débuts sur le marché local qui accueille sa plus grosse IPO depuis 2 ans. Sur l'agenda des publis du jour, on a TSMC, Kwaichou Moutai et Mediatek. Voilà, c'est terminé pour le point de préouverture de cette dernière séance de la semaine. Je vous souhaite une très bonne journée et un excellent week-end.